Salut à toi et bienvenue dans cet épisode 2 de la mini-série Parcours, mon parcours en quête de sens. Dans cet épisode, je te raconte plutôt le parcours de la jeune docteure qui rêvait d'être maraîchère bio. L'idée de cette mini-série est de te partager finalement cette notion de transformation de ces expériences et surtout de comment la quête de sens peut être le fil rouge de notre parcours de vie, et j'espère que ça fera écho à ton propre parcours et de voir à quel endroit tu peux transformer ton récit. Dans le premier épisode, je vous ai partagé qu'il y avait cette graine qui avait été semée dans mon cœur de voilà, je sais comment faire ce qui fait sens pour moi, je veux devenir maraîchère bio. J'avais 20 ans et en fait, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai poursuivi mes études d'ingénieur agronome que j'ai enrichi au fil des années. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, eh bien, j'ai choisi d'explorer aussi la voie de la science, la voie de la recherche en démarrant des travaux de thèse. Je ne m'étalerai pas ici, mais où du coup j'ai exploré cette voie de préservation des sols, préservation de l'environnement, ce qui m'a quand même pris bien 4 ans de ma vie, et parce que ça faisait sens pour moi à cette époque-là. Et en fait, cette graine qui a été semée lors de ce stage dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, elle était toujours présente en moi. Et lorsque je réalisais mes travaux de thèse, je dirais à peu près à mi-parcours, je sentais que c'est pas comme ça que j'avais envie d'œuvrer, et il y a vraiment ce rêve qui réapparaissait à chaque fois. Et il est vrai qu'en 2011, donc au début de mon engagement dans les travaux de thèse, je me suis engagée dans une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ce qui fait que je me fournissais auprès d'un maraîcher et d'autres producteurs, également un arboriculteur pour les fruits et les jus, les œufs également. Enfin bref, du coup, j'ai découvert un petit peu cet univers, mais de façon un petit peu, parallèle. Et ce qui fait que voilà, durant ma thèse, j'ai commencé un petit peu à nourrir cette envie qui réapparaissait à chaque fois. Donc, mon diplôme, mon doctorat en poche, voilà, je soutiens ma thèse, et en fait, au fond de moi, quelques mois avant de souvenir, je savais je savais au fond de moi, mais je me faisais pas encore confiance parce que j'étais dans cette quête de sens toujours, et notamment sur un peu ce besoin de légitimité. Et du coup, je me retrouvais à 26 ans docteur, mais avec des travaux de thèse très orientés sol urbain, préservation du sol. J'avais fait mon stage de fin d'études en dépollution des sols. Et du coup, j'étais là, mais comment je vais faire pour rattacher les wagons finalement et rebifurquer dans la sphère agricole, ou en tous les cas dans mon esprit l'école c'était comme ça quoi, c'était je dois m'insérer dans un système qui est restreint, ce qui fait que mon diplôme en poche, j'envoie je ne sais combien de candidatures à différents types d'organismes, à des associations, à des chambres d'agriculture, oui, à des associations de développement agricole, des CIVAM, des GAB, et j'essuie énormément de refus, pour également des absences de réponse, on ne va pas se mentir, et en parallèle, je postule également à des jobs qui sont plus en accord. Je postulais au service des espaces verts de Paris. Voilà, j'ai eu diverses opportunités, et est arrivé encore un choix décisif là. Voilà, pourquoi je choisis quoi? Est-ce que je choisis de rester dans l'axe pour lequel j'étais prédestinée, donc à savoir un poste en CDI de formatrice ou des choses comme ça, ou est-ce que je choisis d'aller explorer mon rêve? Et bon, vous vous doutez de la réponse. J'ai choisi de me donner la chance de vivre mon rêve. À 26 ans, on a quand même encore envie de rêver. Enfin, en tous les cas, je vous le souhaite, quel que soit l'âge que vous avez. Il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour avoir envie de réaliser ses rêves. Et du coup, je me dis, comment je vais faire?
Donc voilà, du coup, de fil en aiguille, de fil en rencontre, je signe pour un premier job qui m'apparaissait un peu comme un tremplin. Je passe 6 mois, en Bourgogne pour finalement revenir, en Lorraine et là, bah, pareil, fil de rencontre, je décide, manque de légitimité, je me dis: «Oui, la théorie, j'en ai plein, les diplômes, j'en ai plein, maintenant la pratique de terrain, c'est ce qui me manque». Donc je vais aller en immersion, je vais aller à la rencontre de femmes qui font du maraîchage. Je me dis, moi je suis une femme, hein, moi je suis un peu, je suis peut-être un petit peu, comment dire, ça paraît peut-être un peu simpliste, mais comme peut-être beaucoup de monde, j'avais des idées reçues, j'avais des croyances limitantes qui étaient, bah, une femme ne pratique pas l'agriculture de la même manière qu'un homme, ou en tous les cas, et j'avais envie de l'aborder de cette manière-là, et en l'occurrence, j'avais envie de rencontrer des femmes qui étaient en plus mères de famille pour voir comment s'articulaient toutes ces parties et toutes ces dimensions-là. Donc là, je fais la rencontre notamment de Carole et puis d'autres maraîchères. Et puis surtout, je rencontre finalement le réseau maraîchage bio lorrain à l'époque, ou qui s'organisait notamment autour d'un forum. Et puis là, voilà, de fil en aiguille, de formation en formation, je fais du woofing, je fais des stages, je me forme sur les terrains. Et là, j'ai une opportunité d'emploi qui fait que je suis formatrice pour le BPROA maraîchage bio. C'est une expérience assez extraordinaire et surtout l'occasion pour moi, bah, évidemment, de me former si on veut, mais surtout de me rendre compte de la réalité quand on est porteur de projet. Donc, je formais finalement des porteurs de projets qui, pour la plupart, je dirais 80% des promos à l'époque étaient en reconversion professionnelle. On avait quand même un vivier de porteurs de projets qui étaient, voilà, ferme familiale qui était reprise. Et surtout, j'en ai profité pour m'ancrer. J'ai vite compris que le point de départ pour être paysanne, c'est d'avoir de la terre. Donc moi, certaines de mon 9,5, vous doutez bien que je n'avais pas de foncier. Je n'héritais pas ni de foncier ni d'une ferme. Donc le point de départ, c'est où m'installer, quelle terre trouver. Et c'est là que ça a commencé à se corser. Ce que cette expérience m'a apporté, c'est que j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché et du coup, bah, une fois formatrice, une fois avoir observé le réseau, forcément je créais des contacts et j'ai fait une première exploration, un premier test qui a été un échec pour de la recherche du foncier où je me suis investie, où j'ai travaillé dur en parallèle de mon job de formatrice et finalement ça n'aboutissait pas parce que aussi je donnais, je travaillais dur comme pour montrer encore plus ma valeur. C'est comme si les femmes avaient besoin de travailler plus pour démontrer finalement qu'elles étaient capables. Moi, c'est exactement ce que j'ai traversé, c'est que à chaque fois, j'en faisais 2 fois plus. Alors 2 fois plus, c'était sans me comparer, mais c'était vraiment, je donnais 2 fois plus que ce que je pouvais déjà. Et surtout, j'étais toujours à être dans une forme de prouver, tu vois. Comme s'il fallait que je prouve que j'étais capable, que oui, je suis une femme, mais je suis capable. Je suis capable de travailler dur, je suis capable d'être entrepreneuse, je suis capable d'avoir des idées, je suis capable de mener une planification des cultures, tu vois, et notamment sur cette dimension technique, notamment sur cette dimension physique du métier. Et là, vraiment, je t'invite, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'ère des maraîchères et que, évidemment, que tous les hommes qui se reconnaîtront là-dedans, eh bien, soyez les bienvenus. Néanmoins, j'avais envie et besoin de porter ce regard à partir de mon regard de femme et voilà, à travers ce prisme féminin finalement. Parce que en faisant ça, je mettais aussi toute une dimension et une part de moi féminine qui apportait autre chose, mais à laquelle je n'étais pas du tout à l'écoute. Bon voilà, donc du coup finalement première expérience, ça ne réussit pas, donc première tentative en Moselle qui n'aboutit pas, et puis là hop, deuxième tentative, cette fois en Meurthe-et-Moselle, et où du coup bah, la première expérience n'ayant pas réussi, je me dis cette fois je vais me lancer toute seule, alors que je savais exactement que fallait pas faire ça, mais c'était toute seule, mais dans un cadre où il y avait une dynamique collective, etc. Et bref, au final, j'ai globalement exploré le métier et mon projet, j'ai envie de dire, et vraiment, je l'ai dit hein, à des maraîchers que j'ai pu former quelques années auparavant, je leur ai dit, j'ai fait exactement tout ce que je vous ai dit de ne pas faire. Alors bon, finalement, je me teste sur des petites parcelles, je me fatigue du coup à cultiver à droite, à gauche, sur du en attendant,
pour faire mes preuves encore, pour me prouver à moi-même et prouver également aux autres, prouver notamment aux agriculteurs du secteur pour ensuite pouvoir prétendre à du foncier. Tu vois à quel point des fois c'est nous qui nous mettons dans une posture de manque. C'est nous qui nous mettons dans une posture de est-ce que je mérite bien? Et en fait, tout part de là. Quel que soit le projet que tu entreprends, et en agriculture c'est pareil, eh bien, si tu arrives avec je ne suis pas capable, si tu arrives avec je ne sais pas si je vais y arriver, en fait ça se sent. Alors que si la question ne se... Enfin, évidemment que la question se pose. Néanmoins, la première personne qui doit faire confiance à ton projet, c'est toi-même. Et c'est ça, moi, qui me manque à l'époque. Et bref, au final, bon an, mal an, je finis avec j'allais dire, des rencontres bienveillantes et quand même aussi, à force de ma sueur et de mon front et de mes bras, je finis par, comment dire, avoir accès à du foncier, hein, que je choisis d'acheter, parce que pour moi, c'était un peu ma sécurité. Donc là, j'ai la terre. Et presque, je pourrais en faire un épisode complet sur la recherche de foncier parce que j'ai zappé des épisodes également on a monté une association pour justement tous les porteurs de projets qui étaient les sans-terre, je ne sais plus comment on s'était appelé, les sans-terre ou l'association des sans-terre ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment très compliqué d'accéder au foncier et heureusement que des associations comme Terre de Liens œuvrent pour permettre à des humains et des humaines de créer leur micro-ferme parce que voilà, accéder à 1 hectare, hein, moi c'est 1 hectare auquel j'ai accédé, ça peut parfois être très très compliqué. Surtout que quand on veut 1 hectare et qu'on veut pratiquer du maraîchage, on ne veut pas 1 hectare penché comme ça avec zéro accès à l'eau, quoi. Et à proximité de 2 parcelles céréalières non bio. On cherche une parcelle où il y a quand même une possibilité de biodiversité et puis une possibilité surtout d'accès à l'eau. Ça, c'est très important. Puis un accès possible, surtout si on veut pratiquer la vente directe. Bon, bref, je ferme la parenthèse du foncier, mais c'est quand même un sujet crucial sur lequel je reviendrai et qui ferait l'objet sans doute d'un, voire de plusieurs épisodes. Mais du coup, voilà. Donc, je trouve la terre. Et là, vraiment... là, je sens que le rêve se concrétise, quoi. Je signe et voilà, j'ai cette photo au milieu de la prairie de waouh, ça y est, j'ai un terrain pour pouvoir réaliser mon rêve. Et surtout, en fait, cette signature de terrain, elle a lieu à l'automne 2019. Donc, fin de saison 2019, moi, j'avais déjà créé mon AMAP, donc j'avais déjà une communauté autour de moi qui s'engageait finalement à acheter mes légumes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui soutient infiniment les installations. Bon, après, je te passe les détails, mais voilà, 2020, tu connais la suite, hein, Covid, accueil de mon premier enfant. Et là, voilà, il y a plusieurs défis qui se présentent à moi. Et ben moi, je lâche pas, je dis, je vais quand même continuer. Puis du coup, mon statut ne me permettait pas d'avoir de soutien, parce que moi, je me suis installée sans les aides. Donc du coup, j'avais un statut qui s'appelle le statut de cotisante de solidarité, hein, tu dois connaître ça. Et du coup, j'avais le droit à rien. Puis en plus en plein Covid, donc encore plus compliqué on va dire pour organiser des chantiers ou avoir de l'aide. Donc voilà, il y a quelques défis qui se sont présentés, mais il y a aussi plein de pépites et plein d'ouvertures et plein d'apprentissages au cours de cette année 2020 qui a été vraiment assez extraordinaire et où j'ai eu cette chance de, la première année en fait sur une prairie, c'est vraiment l'abondance parce que tu as la fertilité, c'était une prairie qui était fauchée, donc voilà, tu as vraiment le retour de l'abondance. J'ai eu aussi la chance d'avoir pu non pas faire mon forage, mais faire mon accès à l'eau courante juste avant le premier confinement, donc vraiment tout début de la saison, on va dire, enfin tout début, au printemps quoi. Donc ouais, on peut quand même dire que j'ai été chanceuse. Pourquoi je te dis que j'ai été chanceuse, c'est que 2020, quand moi j'entends aujourd'hui des personnes de mon entourage parler du confinement, moi je ne garde pas du tout ce souvenir-là parce que je me sentais chanceuse d'être au milieu du vivant, d'être dans la nature. On campait énormément dans les champs et du coup j'avais plaisir à pouvoir entendre les oiseaux parce qu'on les entendait vraiment beaucoup plus parce qu'il y avait très très peu de voitures, donc ils pouvaient circuler
voilà, la biodiversité, c'est comme, j'allais dire, à l'opposé de ce qu'on vit actuellement avec la canicule. Le confinement, ça a été comme un break finalement pour le vivant et la nature, parce que l'absence de circulation de voitures et de cette anthropisation finalement des milieux fait que, enfin l'absence, le ralentissement en tous les cas de l'anthropisation des espaces faisait que le vivant pouvait comme se régénérer. Enfin moi je l'ai vécu vraiment comme ça. Après, bon, il est certain que de par les hormones et de ce que je vivais, je devais vivre aussi les choses différemment. Mais cette expérience-là de confinement, de grossesse et de difficultés, cette année-là en particulier, ça a vraiment été riche aussi d'enseignements de, voilà, il y a la réalité de notre rêve et de notre projet, et en fait après il y a la vie réelle. Et c'est ça, c'est comment tu te réajustes, comment tu te réadaptes face aux contraintes réelles. Et ça, j'y reviendrai aussi également longuement, c'est ce que je transmets via la transformation vivante, c'est cette notion de le changement est une compétence. Et presque ce qu'on devrait enseigner, plutôt que de former sur des modèles technico-économiques, c'est plutôt qu'on devrait former au travail en incertitude. On devrait former les agriculteurs et les agricultrices, mais en fait tous les humains, au changement. Comment s'adapter au changement, comment changer tes habitudes, comment changer ton rapport au travail, comment changer, tu vois. Et voilà, donc moi ça m'a vraiment appris ça, 2020. Après, entre l'apprendre mentalement et le réaliser, l'intégrer dans le corps, ça c'est une autre expérience. Donc, mon expérience de maraîchère, si vous voulez, elle a eu 3 étapes, on va dire. Il y avait la préparation avec toutes ces expériences de je me forme sur le terrain, je rencontre comment on pratique le maraîchage, et de regarder tous les modèles qui existaient autour de moi, voir ce qui marchait, pourquoi ça marchait, etc., voir les conditions de réussite. Ensuite, il y a eu mes propres expériences pour moi, où j'ai testé des choses qui ont plus ou moins échoué, des choses aussi que j'ai réadaptées, donc voilà, le test sur les différentes parcelles, et puis après, finalement, la parcelle sur laquelle je peux essayer de me projeter. Mais où du coup, entre le moment où je me projette et le moment où toute la vie perso finalement change, donc voilà, j'ai parlé confinement. Suite à ça, j'ai eu une année où ma parcelle a été inondée, et voilà, où j'ai vécu aussi une séparation pas très simple. Et bref, la vie, j'ai envie de dire la vie, parce que je pense que tous les maraîchers et les maraîchères, durant leur parcours à l'installation, traversent au moins, si ce n'est une séparation, une naissance ou une rencontre, ou que sais-je. Bref, la vie, quoi. Ce qu'on peut parfois négliger, c'est justement ça. C'est-à-dire, on présente beaucoup les projets agricoles, les projets de maraîchage bio comme, oui, comme des projets de vie, mais comme des projets professionnels. Et justement, pendant 10, 15, 20 ans, comme c'était nouveau, tous les organismes, les institutions et les banques encourageaient et avaient besoin de preuves, avaient besoin de modèles, avaient besoin de plans économiques pour aussi diffuser des aides, etc. Sauf que ce qui est, selon moi, trop négligé, et j'en parlerai dans une autre série d'épisodes, selon moi, ce qui fait que la pérennisation des micro-fermes est en danger, c'est justement le système. C'est justement le système qui n'est pas adapté pour les soutenir, pour les accompagner. Bon, et aussi parce que dans les formations et dans les accompagnements, selon moi, il n'y a pas assez d'intégration justement de l'environnement socio-professionnel, premièrement, et je mettrai même en numéro 1 plus tôt et celui-là en deuxième, la notion de l'humain, quoi. L'humain au sein du système. Ça, pareil, j'en ferai un épisode. Mon approche de la ferme maraîchère bio, de la micro-ferme, pas que maraîchère d'ailleurs, mais dans la micro-ferme, j'ai une approche globale qui s'est affinée avec le temps, et que j'aurais vraiment envie de te partager ici pour que ça te serve, toi, pour comprendre ton système et éventuellement voir les leviers d'action que tu peux avoir pour activer ta pérennisation. Durant cette expérience-là, ces 3 étapes pour arriver pour être maraîchère bio, ou durant laquelle j'étais maraîchère bio, finalement, un des facteurs également, un des apprentissages cruciaux que j'ai retenu, c'est la boussole du corps, que je n'ai pas écouté, évidemment, hein, sinon j'en serais pas arrivée au burn-out. Mais voilà, j'ai eu les premiers signaux assez tôt, parce que j'ai dès le début eu des pratiques
très très manuel, hein, je faisais énormément de manuel et ensuite mon système, j'ai souhaité le créer de façon à ce qu'il soit à mon image, entre guillemets, à mon échelle, qu'il soit le plus autonome possible. J'avais vraiment cette quête de sens, d'indépendance pour moi-même. J'avais besoin de pouvoir maîtriser mes outils, mais du coup, à force de vouloir maîtriser mes outils, mon outil principal, c'était à 90% mon corps, en l'occurrence mes mains, mes bras, mon dos. Et bien, devinez quoi? C'est ce qui a le plus souffert. Et c'est ce qui fait que quand tu mets ces différentes couches bout à bout, ça fait que le système n'est pas pérenne. Donc, l'enseignement principal, c'est la pérennité des micro-fermes maraîchères, c'est l'humain, enfin le corps, l'humain, et évidemment, après, l'environnement humain et socio-professionnel. Et ça, j'en suis convaincue qu'on peut encore améliorer et soutenir. Alors voilà, le parcours de la maraîchère, c'est un peu le parcours de la guerrière. Ça, je le partagerai à d'autres endroits. Ça peut s'apparenter au parcours d'une guerrière. Et oui, c'est un parcours semé d'embûches. Et dans mon expérience, chaque obstacle, j'ai essayé de le transformer en enseignement, en expérience qui me surélève. Mais là, tu vois, je vais être franche avec toi, ça m'a demandé du courage d'enregistrer cet épisode. Et il m'a fallu 1 an, je dirais, pour partager mon histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que j'avais besoin de clôturer ce chapitre. Et je suis heureuse de le partager là avec toi, c'est que j'ai réussi à donner les clés de cette parcelle que j'ai eu énormément, mais tellement de difficultés à trouver que j'avais vraiment pas envie qu'elle soit absorbée par une autre ferme à l'agrandissement, mais qu'elle soit vraiment transmise à une personne qui avait envie de faire perdurer une forme d'agriculture nourricière, une forme d'agriculture souveraine. Et là-dessus, n'étant pas en plus sur place géographiquement, ça a été un petit peu un parcours là de bien 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, je pense que j'avais besoin de clôturer, on va dire, cette boucle, bon, qui n'est jamais vraiment finie, mais c'est un peu comme un chapitre. Et ça m'a demandé aussi de transformer cette expérience-là de, oui, j'ai terminé en burn-out, et c'était assez dur, mais j'ai surmonté cela, et aujourd'hui, je suis fière de tout ce que j'ai vécu, parce que ça m'a appris tellement de choses. Et aujourd'hui, je sais que je n'ai pas vécu ça pour rien, dans le sens où c'est pour ça que je suis là à vouloir te transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris et ce que je vais continuer d'apprendre à ton contact et à ta rencontre à travers ce que tu vas me partager dans tes expériences. Donc, n'hésite pas à venir commenter, n'hésite pas à transférer et à partager cette histoire à toutes celles et ceux que tu penses qui ont besoin de l'entendre. Mais voilà, maraîchère, c'est le parcours d'une maraîchère en quête de sens, c'est vraiment cette notion de point de départ. Des fois, tu peux avoir des envies, un rêve qui vient du cœur et qui fait profondément sens pour toi et qui en plus fait sens pour la communauté. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile. Pour autant, ça ne veut pas dire que, que tu dois perdurer jusqu'à en perdre la santé. Il y a un moment où il faut savoir s'écouter. Donc, merci d'avoir écouté ce 2e épisode qui retrace un petit peu mon parcours de la jeune docteure jusqu'à maraîchère bio en Lorraine. J'espère que les éléments de lecture et comment j'ai transformé ou que j'ai pu transformer certains extraits, on va dire, de mon vécu ont pu t'inspirer ou pourront t'inspirer. Et si tu as des commentaires, si tu as des questions, si tu as des réflexions à faire en écho, ou les endroits où ça a fait écho à ta propre histoire, viens me le partager. Ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose à construire ensemble. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'œuvrer justement aux côtés de celles et ceux qui pratiquent cette agriculture nourricière et souveraine et qui cherchent à pérenniser leur activité en se respectant, en trouvant leur propre écologie personnelle. Et donc, ce que ça demande, c'est ça demande de sortir du mode de survie. Donc, si ça fait écho pour toi, mets un pouce, abonne-toi et laisse un commentaire. À très bientôt.